Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les principaux titres que nous allons développer. Un chauffeur de bus poursuivi pour agression sexuelle et 35 enfants victimes au lendemain des révélations du parquet. Choc et émotion à Teahupo'o. Première réaction dans ce journal. La santé des jeunes au cœur de l'enquête ERPAI. Plus de 3000 élèves participants. Entre résultats positifs et signaux d'alerte, nous ferons un état des lieux dans quelques instants. Éclairage avec la directrice du Fareta Mahau, Laurence Bonac. Elle est notre invitée ce soir. Chausser ses talents, être sous les feux des projecteurs le temps d'une soirée. C'est le défi des candidates à l'élection de Miss Punabia 2025. Après une pause de 3 ans, l'élection fera donc son retour demain. Vous embarquerez avec TNTV dans les coulisses des répétitions. Les habitants de la presqu'île ont appris la nouvelle hier par les médias suite à l'information du parquet. Un chauffeur du bus scolaire est poursuivi pour agression sexuelle. Les faits se sont déroulés dans la commune de Tayarapu-Ouest. 35 enfants âgés de 3 à 11 ans ont rapporté des faits d'attouchement sexuel. Placé en garde à vue cette semaine, l'homme de 64 ans a avoué les faits. Reportage. Bien sûr, c'est choquant. On a été tous très choqués parce que c'est un père de famille que nous connaissons bien. Et nous ne sommes pas là pour juger. Mais on laissera la justice faire son travail. À l'image de la Tavana de Teahupo'o, c'est toute la commune du bout de l'île de Tahiti qui a été choquée par la nouvelle. Ce matin, certains parents d'élèves d'Ahototeina sont tout de même restés dubitatifs. J'ai demandé à ma fille si le chauffeur en question l'a touché. Elle me disait non, c'est juste des tapes, des petites fessées. Quand les élèves dans le bus ils font des bêtises et tout, tu vois, c'est comme ça qu'ils corrigent, mais rien de grave. Quand ils faisaient ça, c'est au moment où les enfants montent dans le bus et les parents justement sont devant. Et voilà, il est assis devant, il est assis à sa place et il faisait allez à l'école quoi, comme ça. Mais voilà quoi. L'enquête a débuté le 13 décembre dernier après le signalement du comportement inadapté du chauffeur de bus scolaire qui dessert l'école primaire d'Ahototeina. L'enquête a été confiée à la brigade territoriale autonome qui a pu déterminer que 35 enfants de 3 à 11 ans auraient été victimes d'attouchements depuis la rentrée scolaire de 2023. Le chauffeur de bus aurait touché les fesses et le sexe de ces enfants par-dessus leurs vêtements. Des faits vérifiés par la vidéosurveillance installée dans le bus et que le chauffeur en question a confirmé lors de sa garde à vue. Si la société de transport en commun n'a pas répondu à nos sollicitations, la Fédération des associations de parents d'élèves engage sa responsabilité. On sait aussi, d'après la presse, que ce même chauffeur a continué à exercer alors qu'il a été accusé de conduite en état d'ébriété à deux reprises. Donc il y a vraiment une responsabilité, je pense, au niveau de la société et c'est très grave. Dès qu'elle a eu connaissance de l'enquête judiciaire, la société a mis à pied le chauffeur mis en cause. Son procès a été fixé au 24 mars. Et du 27 février au 17 avril 2024, 3118 jeunes ont été interrogés sur leur santé et leur comportement. Les résultats sont à la fois rassurants et inquiétants, car si la majorité est sensible au sport et au bien-être, plus de 20% souffriraient de stress élevé et de symptômes d'anxiété ou de dépression. Reportage, Nicolas Pérez et Naya Bennett. Des jeunes âgés de 12 à 17 ans interrogés et des résultats édifiants. Parmi les points saillants, la solitude de ces collégiens et lycéens sur Tahiti et dans les îles. Selon cette enquête, un élève sur 5 serait livré à lui-même. Près d'un jeune sur 2 dit n'avoir aucune interaction avec ses parents ou autres personnes sur son quotidien. Des chiffres qui interrogent sur le rôle de la cellule familiale et de l'accompagnement parental.
Les parents disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, le temps de travail, le temps de trajet, le temps de bouchon, fait que ça augmente leur non-présence au domicile. D'un autre côté, il y a aussi des enfants qui se retrouvent seuls chez eux, des ados qui se retrouvent seuls chez eux et qui s'embêtent chez eux et qui du coup vont à la rencontre d'autres ados du quartier, du collège, du lycée, et c'est pas toujours de belles rencontres. Autre point, un manque de communication qui pointe une utilisation accrue des écrans. 40% des jeunes passeraient plus de 3 heures par jour devant un écran en dehors des heures scolaires. Il y a des élèves qui me disent que ChatGPT est leur nouvel ami et quelque part si les parents finalement se ressaisissent pas, ChatGPT prendra leur place et ça sera lui qui sera invité au mariage. C'est peut-être là le problème. C'est peut-être que cette étude a un reflet indirect aussi de la consommation des parents et du fait que eux aussi maintenant s'occupent différemment et que le rôle parental a lui aussi évolué. Autre chiffre concernant les addictions, 74% des sondés ont avoué avoir consommé dans les 30 derniers jours une substance addictive. Si la consommation de PACA augmente nettement, celle de l'ice chez les plus jeunes est également un véritable fléau. J'aurais pensé que ce serait bien plus. Parce qu'on reçoit des jeunes aussi où les parents consomment énormément, voire peuvent dealer. Et du coup, j'aurais pensé que ça aurait été plus. Donc en fait, ça c'était ma belle surprise au final, même si c'est inquiétant. Il n'empêche que les jeunes y ont accès d'une manière assez facile. Et ça, on a un souci là-dessus, encore plus grand peut-être que les autres, vu les dégâts que ça fait. Des addictions conduisant à un mal-être qui peuvent mener au drame. Puisqu'un adolescent sur 5 aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Et les filles sont souvent les plus touchées. On a à peu près 20% en fonction des classes d'âge qui ont déjà fait une tentative de suicide, presque le double qui a déjà eu des idées suicidaires planifiées, donc ça veut dire vraiment avec un scénario, et près du triple qui pensent avoir des idées noires. C'est très très alarmant et pour ça il faut favoriser le dialogue parce qu'il n'y a rien de pire que de garder ses idées pour soi. Santé mentale, mais aussi usage excessif des écrans. L'autre défi majeur reste l'obésité et le surpoids chez les jeunes, une constante depuis 2016. Si des actions sont attendues de la part des politiques, les spécialistes souhaitent également rappeler que la structure familiale reste le meilleur moyen pour enrayer ces problèmes de société. Elle est observatrice depuis 40 ans, pédiatre de formation, ancienne directrice de la santé, directrice du Farita Mahau depuis 2021. Laurence Bonac est avec nous ce soir. Yaorana. Alors, Laurence, d'abord, quel est votre regard sur cette enquête avec la participation de 3118 élèves de la 5e à la première? Ces chiffres sont-ils représentatifs? C'est une enquête qui est faite sur le même modèle qu'il y a 10 ans, en 2016, qui avait été faite sur un modèle OMS tout à fait sérieux, respectable, etc. Et en effet, ça permet d'avoir des photographies sur lesquelles on peut s'appuyer pour évaluer les programmes de santé publique qui sont menés, les efforts de la société pour nos jeunes. Et ça nous permet d'avoir des curseurs et des repères pour poursuivre notre action de soignants. Vous êtes experte et pédiatre de formation. Vous dites finalement rien de surprenant. Pourquoi ? Rien de surprenant puisque Farita Mahau et s'occupe essentiellement d'adolescents et donc on voyait bien cette tendance de jeunes qui n'allaient pas bien. On a de plus en plus d'adolescents qui consultent et de familles d'adolescents qui consultent. On a de plus en plus aussi de jeunes parents qui sont un peu perdus dans leur parentalité, qu'il faut accompagner, donc c'est aussi notre rôle. Et on voit à peu près en soins, à peu près entre 2000 et 2500 jeunes en soins. Et le premier motif de consultation, c'est le mal-être des adolescents. Alors évidemment, on est un centre de soins, donc ils ne viennent pas pour jouer au foot, mais quand même c'est significatif. On le voyait bien arriver, ces difficultés. Et quand on partage, quand on fait un regard croisé avec les collègues des addictions, les collègues de la pédopsie, les collègues de SOS Suicide, ils le disent tous, non seulement nos jeunes ne vont pas très bien,
pas la majorité, mais une partie de nos jeunes ne va pas très bien. Mais l'âge où commence ce mal-être, ces difficultés, est de plus en plus jeune. Voilà. Et ça, c'est un petit peu... Oui, c'est inquiétant. Laurence, trop d'écrans, des indicateurs alarmants concernant la santé mentale, plus 7% concernant la consommation de cannabis depuis 2016. Comment expliquez-vous donc ces hausses ? Alors, pour les écrans, bien, ma foi, les jeunes sont beaucoup sur les écrans, certes, mais les adultes aussi. Les parents aussi. Voilà. Et dans les adultes, il y a les parents. Et lorsque on est sur son écran, on ne s'occupe pas du reste du monde. On est totalement coupé. Et on ne s'occupe pas de ses enfants, de ses jeunes, etc. Donc, effectivement, il y a toute une politique de santé publique à renforcer et à poursuivre sur les temps d'écran, le moment où on utilise son écran, le moment où il faut le poser, que ce soit pour les adultes comme pour les adolescents. Après, évidemment, on trouve tout sur la toile, donc voilà. Quant au cannabis, oui, je partage un peu l'avis de ma collègue. Je m'attendais à plus que ça. Mais il faut se rappeler que l'enquête est faite sur des jeunes de 13 à 17 ans et que c'est un âge où on est dans la prise de risque. C'est la découverte du monde, c'est la découverte de son corps, c'est la découverte des expérimentations en tout genre. Donc, il n'est pas étonnant qu'ils aient goûté à l'alcool, goûté au cannabis, goûté à la cigarette. L'ice, c'est un peu différent parce que pour se procurer de l'ice, soit on va au-devant des jeunes, ce qui est la spécialité des dealers, soit on est dans un environnement. Est-ce qu'on peut dire que l'enjeu majeur, c'est l'accès à l'alcool, aux substances illicites ? Oui. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment ces jeunes peuvent se procurer cannabis, alcool, alors que c'est interdit. Enfin, le cannabis est interdit, évidemment, mais l'alcool est interdit à la vente aux jeunes de moins de 18 ans. Donc, c'est l'accès qui pose problème. Et dans l'enquête, il est bien montré que 50% des jeunes trouvent l'alcool dans la famille. Dans la famille. Voilà. Et donc, le plus gros pourvoyeur, c'est là. Voilà. Il y a encore quelques efforts à faire sur la prévention. Prévention et recadrer peut-être les parents. Voilà. Et puis accompagner les parents dans leur parentalité dès le début. C'est-à-dire pas les prendre quand les jeunes sont en difficulté à 13 ans, mais dès que les enfants naissent, accompagner. Alors, c'est pas une école, les parents, parce que personne n'a la baguette magique, ne sait. Mais c'est un accompagnement dans les questionnements. C'est un endroit où on peut poser ces questions. On note une absence d'amélioration significative concernant les taux d'obésité et de surpoids. Vous vous attendiez à un chiffre plus important ? Alors, moi, je trouve que ça, c'est pas un signe négatif, c'est un signe très positif. C'est la stabilité du chiffre. Voilà. Ça veut dire que les campagnes de lutte contre l'obésité, alors meilleure alimentation, activité physique, etc., que l'on mène depuis plus de 20 ans, fonctionnent. Il faudra voir sur la 3e étude, là, dans 5 à 10 ans. Mais ça fonctionne, le message a l'air d'être passé, d'avoir été imprégné. La possibilité aussi d'avoir accès à des structures de sport, sportives, culturelles, etc., c'est-à-dire faire autre chose que manger et regarder des écrans, ça fonctionne aussi, puisqu'on voit que les jeunes, quand même, en majorité, font du sport dans la semaine. Qu'est-ce qui est particulièrement inquiétant ? Ce qui est particulièrement inquiétant, je trouve, dans cette étude, alors évidemment, il y a la santé mentale et surtout le risque suicidaire, mais les violences aussi. Le chiffre des violences m'interpelle et c'est bien ce que l'on voit dans nos consultations, mais aussi dans nos espaces d'accueil. On a des espaces d'accueil pour les jeunes. C'est cette violence, cette impulsivité des jeunes qui démarre tout de suite et qui et en plus cette violence semble être plus destinée aux femmes, aux filles en l'occurrence, que aux garçons, on le sait, mais visiblement c'est une population encore plus vulnérable que
On ne va pas noircir le tableau hein, pour les parents qui nous regardent. Quels sont les signaux positifs? Ce sera ma dernière question pour vous. Alors, les signaux positifs, eh bien, c'est qu'il y a d'abord des indicateurs qui nous permettent de penser que, bien sûr, toutes ces difficultés, la majorité des jeunes vont bien. Majorité. Hein. Ce qui concerne la détresse psychique, la souffrance mentale, les violences, etc., concerne quand même peu d'enfants, peu de jeunes. Le recours à des substances illicites ou licites d'ailleurs, c'est le fait de l'adolescence, le tout étant de ne pas tomber dans une consommation problématique. Et pour ça, on voit bien au travers de l'étude que à plusieurs reprises, le fait d'être en famille avec un parent, père, mère ou les deux ensemble, est protecteur pour les enfants. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut accompagner. Merci beaucoup, Laurence Bonac, d'avoir accepté notre invitation, un entretien que vous pouvez retrouver sur TNTV News. Pourriez-vous passer 24 heures sans Facebook? C'est la question que se pose aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook. En Polynésie, comme dans le monde entier, il arrive en tête des réseaux sociaux les plus utilisés avec 214 800 utilisateurs selon le site Napoleon Cat, soit 70,7% de la population totale, avec une plus forte présence des femmes, mais aussi des 25 et 34 ans, à des proportions équivalentes à celles de nos voisins calédoniens ou de la France métropolitaine. Cette journée instaurée depuis 2011 par des défenseurs de la vie privée en ligne doit permettre de prendre du recul sur notre dépendance aux réseaux sociaux. Alors, serez-vous capable de relever ce défi? Athéna Milcam et Jeanne Tinorou ont posé la question aux internautes. Écoutez. Oui, honnêtement, me passer de Facebook, c'est pas un souci parce que Facebook ne sert pas vraiment à grand-chose parce que, voilà, quoi, avec le travail et les enfants, Facebook, on n'a pas le temps. Donc, me passer de Facebook, oui, avec plaisir. Et moi, c'est uniquement pour Messenger, hein, pour histoire de voir ce qui se passe. Par exemple, j'ai des amis dans des pays un peu étrangers, ça leur permet de communiquer avec moi parce que je ne communique pas forcément parce que je n'ai pas le temps. Et puis voilà. Pour la jeunesse, moi, je dirais que c'est dangereux parce que Facebook, il y a des gens malhonnêtes quand on tendance à faire des invitations. Pour les plus jeunes, je déconseille franchement. Facebook, si je peux m'en passer, un côté, ouais, tant que c'est pas Facebook et Messenger, c'est différent, tu vois. Ouais, je peux m'en passer de Facebook vu que la majorité des gens préfèrent aller sur TikTok. Sinon, autrement, à part pour échanger des informations ou sinon pour partager des journées, non, je ne peux pas m'en passer de Facebook. C'est un moyen de communication pour moi et ma famille, c'est pour ça. Ah, bien sûr, facilement, je peux m'en passer. Hein. Parce que pour moi, c'est juste pour voir ce qu'il y a comme news. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Je préfère aller dans mon Fapou. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait la journée mondiale sans Facebook. Je sais qu'il y a des journées sans cigarettes, mais là, sans Facebook, franchement, non, je ne pourrais pas m'en passer parce qu'on est tout le temps scotché au téléphone. On suit son temps, hein. On suit les nouvelles technologies. Et c'est bien parce que on est quand même informé pour toutes les nouvelles, déjà les avis de décès, on est au courant et on ne peut plus s'en passer. Mais bon, il faudrait, et je me rends compte à la maison, hein, le travail, il est un peu en retard après à cause du temps qu'on passe sur le téléphone. Me passer de Facebook, c'est pas vraiment une priorité en tant que jeune. Ouais, je pense pour les jeunes, c'est pas vraiment le réseau social qui priorise en ce moment. Peut-être plus TikTok, Instagram et Snapchat. Je passe environ maximum 2 heures, j'essaye. Je me limite à 2 heures. Et en bref, cette nomination tombée il y a quelques heures, Vahiri Lissan a été nommée directrice de Tahiti Tourisme, une promotion interne validée par le conseil d'administration puisqu'elle était directrice marketing et communication depuis 2014. 3 candidats étaient en lice pour remplacer Jean-Marc Mosselin, natif du Fénois. Vahiri Lissan est diplômé d'une école supérieure de commerce à prise de fonction le 15 mai. La Nouvelle-Calédonie est ce dernier jour de visite pour le ministre des Outre-mer au terme d'une semaine d'échanges avec les différents
cette composante politique. Manuel Valls a remis un document de synthèse aux élus calédoniens, synthèse qui devrait être le point de départ des négociations pour un accord autour de l'avenir institutionnel du Caillou. Laure Philibert, Mantaïoraï. À quelques heures de son départ, Manuel Valls a rencontré une dernière fois les forces politiques calédoniennes. Si de nombreuses divergences persistent, le dialogue a pu reprendre de manière sereine et un point d'équilibre semble se dessiner. Ça dépend si l'État pose quelque chose sur la table ou pas. Puisque maintenant, là, pour l'instant, c'est toutes les hypothèses qui ont été posées sur la table des uns et des autres. Et à un moment donné, l'État sans doute posera quelque chose en fonction de toutes ces propositions des uns et des autres. Cette première étape de reprise des discussions est cruciale pour l'élaboration d'un accord politique en Nouvelle-Calédonie. Personne n'a quitté la table des négociations et tout le monde s'est engagé à y rester. Une synthèse remise à toutes les formations politiques établit les attentes des différents camps, mais aussi les orientations de l'État. À présent, les négociations vont se poursuivre au sein des appareils politiques, puis entre les différentes composantes pour avancer d'ici une prochaine visite de Manuel Valls, courant mars selon les élus. Si aucune date limite n'a été fixée pour une signature, elle est attendue dans les semaines qui viennent pour envisager une campagne sereine en perspective des provinciales fin novembre. De la culture et de l'inédit à présent avec cette collection privée d'objets polynésiens de Daniel Palax sous le regard attentif de Mililani Ganivé. La jeune doctorante en histoire de l'art au British Museum a tenu une conférence au CESEC ce matin. Depuis 2021, la chercheuse s'est penchée avec passion et intérêt sur les archives et sur les 700 objets de cet éventail unique du patrimoine culturel. Thomas Chabrol, Méréthéato. Une conférence pour découvrir à travers une dizaine de taoua fofa tupuna la genèse d'une collection unique d'objets et d'archives peu connues du grand public. Mililani Ganivé a tissé depuis 2021 un lien de confiance avec Daniel Palax, collectionneur passionné depuis les années 70. Cette collection, elle est très importante, évidemment pour tous les taoua fofa, pour le patrimoine culturel qu'elle contient, mais elle est aussi importante parce que par la trajectoire de Daniel Palax, qui est arrivé ici en 1966, qui a travaillé en tant que plongeur à Mouroua, c'est en fait comme une archive des changements en fait, socioculturels des 50 dernières années. Parmi les 700 objets inventoriés de la collection, Mililani a choisi de présenter ce casse-tête, ses lunettes de plongée ou encore ses correspondances et ses photos. Ces pièces de l'histoire polynésienne sont toutes liées à des souvenirs personnels de Daniel Palax ou à des anecdotes. L'enjeu pour la jeune chercheuse et le collectionneur est de transmettre l'histoire de ces taoua fofa tupuna aux prochaines générations. Daniel Palax souhaite d'ailleurs la création d'une structure accessible aux étudiants. Pour que ça soit ouvert à tout vent, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer aux jeunes s'ils ont envie de venir à 10h du soir pour aller consulter des papiers, comme les jeunes doctorants qui travaillent ou ceux qui font des thèses là-dessus. Bon, il n'y a aucun. Si tu vois, il y a d'un côté la collection, de l'autre côté les archives. Dans son musée, au fil des années, Daniel Palax a rassemblé des pierres, des artefacts et des documents écrits uniques, des trésors du patrimoine. Cette conférence, ce matin, ouvre le débat sur la transmission de cette collection. C'est très important en fait pour la communauté polynésienne de prendre conscience que les objets ont une valeur et surtout de leur potentialité en fait au niveau de la restitution de la mémoire et de l'histoire. Merci à lui d'avoir construit cette collection au fil des années et d'avoir le souhait de la partager en fait avec le plus grand nombre parce que c'est ça qui est important. Structure à part entière, exposition au musée de Tahiti et des îles, l'avenir de cette précieuse collection n'est pas encore écrit. Mais fin mars, des étudiants de l'université auront le privilège de pousser les portes du musée de Daniel Palax et de voyager dans le passé. Après 3 ans sans élection, Miss Punawia revient pour désigner la successeuse de Miss Hokulea Tamari Tessi, à couronner en 2022. Sur scène, 6 candidates défileront demain au Parc Vairei, une soirée sous le thème Tahi Fenu Otoa, qui se traduit par Mes liens, mes racines, pour rendre hommage à l'héritage culturel et à la fierté de nos racines. Les répétitions générales se sont déroulées devant les caméras de TNTV, Immersion avec Aliora Bonic et Enieb. À la tombée de la nuit,
les candidates de Miss Punaouia prennent place sur scène pour la première répétition générale des élections. Si le stress est à son comble, une ancienne Miss tenait à leur faire passer un message, savourer pleinement l'expérience. Qu'elle s'amuse sur scène, qu'elle reste elle-même surtout, parce que la soirée va super vite passer. Du coup, il faut profiter de chaque moment et puis je lui souhaite tout le meilleur. Une nouveauté cette année, la candidate élue Miss Punaouia participera directement à Miss Tahiti. Cette soirée sera donc un véritable tremplin pour se préparer à la grande aventure qui les attend. Autre changement, le thème qui se distingue largement de ceux des années passées. Pourquoi le thème Mes racines, mes liens? Tout simplement parce que les années précédentes, on a fait, les Miss sont en fête, les Miss font du cinéma, chic et glamour. Donc cette année, on a vraiment voulu se renouer avec notre culture, notre identité. Véritable écho au thème choisi, les liens tissés entre les candidates qui se sont révélés particulièrement solides. Cette complicité est sans doute le fruit de leurs entraînements menés chaque soir depuis 3 semaines. Des répétitions intensives qu'elles ont hâte de pouvoir partager avec le public. Impatient de montrer le spectacle aux gens. Oui, il y a de l'excitation quand même parce que ça fait un mois qu'on prépare ça, donc on a hâte. Hein. Voilà. Moi, je dirais aussi du stress, beaucoup de stress. La nuit, les sommeils sont courts, mais vraiment beaucoup d'excitation de faire de notre mieux avec beaucoup de smiles. Oui, c'est ça. Et puis partager aussi tout ce qu'on a pu faire pendant ce mois de préparation avec le public, vivre l'expérience jusqu'au bout, on a hâte. Voilà. Je rejoins toutes les filles, c'est un grand moment pour nous, clap de fin et donc on a hâte aussi de vivre cette expérience tout ensemble. Non, on s'entend vraiment super bien, il n'y a d'ailleurs pas assez de compétition entre nous de ce qu'on nous a dit, mais vaut mieux ça. Hein. Une seule Miss sera sélectionnée à l'issue de la soirée. Les candidates vous donnent rendez-vous pour cet événement. À samedi! Nous arrivons au terme de cette édition. Ne manquez pas dans quelques instants Atatoumou, suivi de votre émission de divertissement Danse avec les stars. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TEDkin Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.